Puis en plus, Durham disait qu'on n'avait pas de culture. Qu'on était un peuple d'arriérés. Ben... Et... Oh wow! Bonjour et bienvenue à Cinéma Sim, un podcast qui discute de cinéma. Je suis Antoine et avec moi j'ai Nicolas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, et cette semaine nous avons un invité spécial, un indépendantiste. Bonjour Alexandre. Hello. 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 Donc c'est quoi tes crédentiels, Alex? Dis-nous donc ça. Je suis historien, auteur, illustrateur et archiviste. Alright, merci. C'est ça. Je savais pas qu'il était illustrateur. C'est ça le Oui. nouveau pour moi. Nouvelle Ben, information. il sait dessiner, fait qu'il dit qu'il est illustrateur. OK. Il n'a jamais eu de contrat, là, c'est juste, il dessine. J'ai Pour le dessiné fun. pour Beaucoup. moi-même. Il est autant illustrateur que je suis réalisateur. Ben, Mais j'ai quand même 3 short films sur YouTube, là. Fait que c'est quand même cool. Alright. Cherchez-les pas, gang. C'est pas... Alright, Incroyable. cette semaine, nous avons F1 avec Brad Pitt. Puis ensuite, on discute d'un classique du cinéma québécois, 15 février 1839, réalisé par Luc Picard. Pierre Falardeau. Non, my God. Réalisé par Pierre Falardeau avec Luc Picard. le professionnaliste d'Antoine, tout comme toujours. Ça va être coupé au montage, il n'y a pas de problème là-dessus. OK? Il n'y a rien qui va couper ici. J'ai fait du coupage la semaine passée parce que j'étais vraiment harsh sur Superman. Je vais faire du montage là-dessus pour pas avoir l'air vraiment stupide à dire que c'est réalisé par Luc Non, Picard. c'est plus drôle si t'as l'air stupide. Ah, ça dépend. Pas grave, c'est naturel anyway. Fait que, let's go. Ouais, je suis stupide. Alright. Donc, F1, Alexandre, il l'a vu aussi, il est venu avec moi. Fait qu'il va pouvoir participer à la discussion cette fois-ci. Yes. Donc, Nick, qu'est-ce que t'as pensé de F1? C'est cool. Ouais? J'ai passé un bon moment, honnêtement. C'était Moi pas aussi. rien d'exceptionnel, mais je trouve que vraiment la réalisation, surtout au niveau des courses, là, Ouais, ça c'était vraiment cool. c'était vraiment bien fait. C'était vraiment efficace. Mais tu sais, au final, c'est un film de sport, hein? On sait à quoi s'attendre avec un film de sport. Ça finit souvent de la même manière. Ça finit en « Yeah! » En tout cas, Alex, toi? Moi, j'ai trouvé ça bien. C'est sûr, c'est un film qui brille pas par son scénario, loin de là, mais que ça brille au moins au niveau de la mise en scène des courses parce que tu sens vraiment que ça va à 250 km à l'heure. Ouais. J'y crois. Tu sais, tu y crois, même quand c'est les plans dans le cockpit avec la grosse face de Brad Pitt qui a de la misère à chauffer, tu le sens, là, tu sais, là-dessus, là, c'est un sans faute. Moi, des fois, j'étais dans mon siège, genre... Une chance que c'était pas des sièges 4X où tu sens toutes les sensations, là. Et à la fin, tu dégueules, c'est que... Genre... S'il y a l'accident, ton père il pogne en feu. Oh non. Quand il se fait éjecter de la course, ton siège s'éjecte. Mais quelle bonne expérience en 4DX. Oh my God. Ça vaudrait la peine. Moi, je dirais que ce film-là, c'est un shoe-in pour Best Sound Mixing, définitivement. L'audio était vraiment, vraiment incroyable pour le film. Ouais, même que je regrette que certaines scènes avaient trop de musique des fois. Surtout pendant les courses. Que des fois, juste le son, là, ça aurait été parfait. Ouais, mais Hans Zimmer. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que t'as Hans Zimmer qui fait de la musique. Fait que tu veux du Hans Zimmer, tu vois. Non, c'était un très bon film, puis j'ai vraiment, vraiment apprécié le jeu d'acteur de Brad Pitt, surtout son jeu des regards dans la scène où est-ce que il y a eu un accident sur son pare-choc arrière, puis ils ont 10 minutes d'attente, puis il refuse de sortir de son cockpit parce qu'il sait qu'il y a clairement des séquelles de commotion cérébrale à ce moment-là. Puis son jeu d'acteur était vraiment, vraiment incroyable. Non, il était très efficace dans le film. J'ai rien d'autre à dire. Moi, j'ai découvert que ma mère, elle le trouve pas tant beau que ça, Brad Pitt. Oh, J'étais comme...
The Shade. C'est quoi l'affaire? Ça paraît quoi la pas hein, joke? qu'il a 61 ans, hein? C'est Brad Pitt. C'est Brad Pitt, comment? He's a cutie. Elle dit, j'ai jamais été tant Brad Pitt que ça. Je suis comme, OK. Et quoi d'abord? Plus DiCaprio, ma mère. Ah, C'est ok, ça. ouais. Ça l'affaire. Plus Titanic, puis Kate Blanchett. C'est pas Kate Blanchett qui joue dans Titanic. Non, c'est pas Kate. grave. Kate Winslet. Ouais, Kate Winslet. J'étais ouais. proche, j'étais une Kate, OK? C'est Kate ça. Blanchett. Ça va rester au montage. Ça, c'est drôle. Comme deux. Ok. I guess Kate parle en Blanchett est dans elfique. Titanic. Ouais. J'ai bien aimé la performance de lui qui joue Joshua aussi. Lui qui joue son partner de course. Sa performance était vraiment bonne. Il jouait un bon petit khaki pilote. Je trouvais ça vraiment cool. Par contre, il y a un défaut que j'ai trouvé au film, c'est la séquence finale. Je sais pas pour vous, les gars, mais j'ai trouvé que toute l'attention a été enlevée de la scène quand il y a eu l'accident avec Hamilton puis Joshua. Puis là, c'est juste Brad Pitt qui run la fin de la course tout seul. Il y avait comme plus de tension à la scène. C'est comme tu sais que Brad Pitt va gagner dans 45 secondes. C'est la seule affaire que j'ai moins appréciée parce que là, je pensais que Joshua il allait gagner puis Brad Pitt il allait finir troisième puis j'avais aucun problème avec ça. Mais que Brad Pitt gagne, c'est quand même très cool aussi. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Ça reste assez léger comme critique, là, mais... je suis Non, d'accord c'est avec ça. toi. C'est juste l'attention qui a tout été enlevé parce que quand Joshua il se bat contre Lewis Hamilton pour la première place, puis là, t'es comme, oh, qui va gagner? Puis là, boum, il s'accroche, puis là, toute l'attention s'est évaporée d'une shot. C'est la seule chose que je reproche au film, mais c'est des choses qui arrivent souvent dans les films de sport, l'attention qui change quand que, genre 5 secondes avant qu'il y ait le but qui score ou la course qui est gagnée. Là. Mais c'est pas grave. T'sais, c'est pas tous les films qui peuvent finir sur Cars 1 puis genre, il gagne avec sa langue tirée. Là. T'sais? OK. I guess, OK, man. I mean, OK. y a-tu gagné Ok, avec man. sa langue ou il a pas gagné avec sa langue, Flash McQueen? T'sais? Flash mes couilles. Nice Good one. shot. Nice shot. one. Ça, c'est bon. Alright, mais on n'a pas grand-chose à dire sur ce film-là, je pense. Ben moi, le seul gros défaut que je lui donne, c'est certaines scènes de dialogue qui sont vraiment mal montées. Je sais pas pourquoi ils ont monté ça de même à la Bohemian Rhapsody. Parce que il y a la première scène où Brad Pitt rencontre Joshua dans le parking. Oh my god, j'avais mal à la tête. Shot. On aurait dit un réalisateur d'émissions sportives à RDS. Caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2, caméra 3. J'étais comme tabarouette, là, c'est qui a approuvé ça? Ben, ça, c'est un problème dans souvent les films de sport pour que tu gardes comme un... Parce que tes scènes de sport, ils vont avoir beaucoup de shots, fait que tu veux comme garder une consistance un peu dans ton film, fait qu'ils vont compenser un peu dans les scènes un petit peu plus slow. Ben, mais c'est juste que ça faisait mal à la tête, là. Mhm. Surtout que sans doute qu'il y avait quoi, peut-être 4 caméras. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait sorte genre 4 plans. Puis les 4 caméras fixent pas la même chose. Ils fixent, par exemple, Joshua qui est en blanc. Ça va fixer Brad Pitt qui est en bleu. Ça va fixer la madame qui est en blanc. Ça va fixer Ravière qui est en noir. Fait que c'était plein de spots de couleurs qui apparaissent d'un coup comme ça. Puis t'es au cinéma, t'es comme oh boy. Moi, ça m'a sauté en pleine face. Là. J'étais comme OK. Puis même chose avec la scène de poker, surtout au début de la scène de poker, il y avait j'étais comme oh non, pas encore. Bon, au moins la scène elle s'est calmée un peu. Là. Oui, une chance. Mais ça, j'ai trouvé que c'était une bonne scène au niveau des dialogues. Oui, c'est une très bonne scène de développement. Puis ce que je reproche un petit peu au film, c'est qu'il y a un petit peu de montage vidéoclip avec de la musique pop. Il y en avait un petit peu. Encore une fois, c'est un film de sport. C'est classique dans les films de sport. C'est classique. Surtout quand c'est des films qui se passent sur une plus longue durée de temps. Oui, exactement. Parce que ça l'aide à passer le temps. C'est ça l'affaire. Parce qu'à un moment donné, il y a un montage où est-ce qu'on voit comme 4 courses. Ouais. En genre 3 minutes. Ouais. Vois-tu, ça, je l'excuse, mais tu sais, dans la toute première course où ils te mettent une grosse musique pop rock par-dessus,
alors que j'aurais peut-être ça aurait été mieux de juste pas mettre de musique ou de montage comme ça Mhm. pour vraiment apprécier tout le moment parce que la course commence avec un plan à la première personne de Brad Pitt qui est dans son cockpit, puis la course commence, puis la grosse musique embarque, alors que tu as tout le son de la course qui est vraiment écœurant. Puis moi, quand j'étais dans mon siège, j'étais comme, ben là, pourquoi t'as pas fait comme Star Wars? Ouais. Tu sais, rendu là. Mais bon, les sons étaient vraiment débiles pareil. Là. Ça, on peut pas l'enlever au film. Là. En IMAX, ça devait être quelque chose. Ouais, ça c'est sûr. T'as-tu d'autres choses à dire, Nick? Non. Non? J'ai pas grand-chose à dire sur ce film-là. Non, c'est divertissant, malgré un scénario assez générique. Oui, ben tu sais, comme j'ai dit à mon frère, c'est un film de sport. C'est générique. Un coup que t'as vu Miracle on Ice, t'es les as toutes vues. C'est ça l'affaire. C'est... Au milieu du film, au début, il y a du struggle, puis il s'améliore, à la fin, il gagne. C'est tout le temps. C'est souvent ça. Il arrive quelque chose de grave. Ah, mais ça au milieu dépend du aussi de film. l'exécution. Ici, je trouve au niveau de l'écriture des personnages, j'aurais pu faire mieux. OK. Pour moi, personnellement. Mais en même temps, tu sais, c'est un film de commande de la F1, clairement. Ouais, ça c'est clairement une grosse pub de 2 heures pour la Formule 1. Là. Tu sais, t'avais eu Warner puis Apple qui ont mis de l'argent là-dedans, en plus des pilotes. Fait que, tu sais, ça devait être très friendly dans un sens. Tu sais, Ouais. ils vont pas parler, exemple, de l'émergence de l'esclavage sexuel dans les courses. Tu sais, avec les proxénètes, puis toute la pollution que ça engendre avec les pneus. Tu sais, ils vont Je pas vois pas de parler quoi de tu ça. parles. Je vois pas de quoi tu parles. T'sais, ils Il y a vont pas- pas... Mais non. Mais La non. pollution, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pollution ici. C'est un podcast de la droite ici, tu savais pas? Oh mon Dieu! Oh là là. C'est pour ça qu'on invite un indépendantiste qui sont définitivement de la gauche. Il y a des indépendantistes de la droite aussi. Ça existe? Oui, ça existe. Ah ouais. Ouais, ils sont plus modérés que tu Ils le doivent penses. être spéciaux. Oui, ils doit sont être spécial, spéciaux, mais sont intéressants pareil. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve qu'ils sont intéressants. Alright. Nick, t'as-tu une note pour F1? Et 6.5. C'était cool. OK. Alex? Je dirais un 7 parce que j'ai vraiment apprécié les scènes de course. Vraiment, là, c'est vraiment l'argument marketing de ce film-là, c'est les courses. Puis en plus, le réalisateur, c'est lui qui a fait Top Gun, Maverick. Oui, le dernier Top Gun. Donc, lui, il est capable de travailler la vitesse. Puis, pas une fois, j'ai pas senti le fake des doubleurs dans les voitures. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose que je voulais mentionner. Ça, les shots où est-ce que les acteurs sont dans la voiture, c'est clairement des shots qui sont super imposés sur les vrais shots que les pilotes conduisent. Mais le découpage était vraiment, vraiment bien fait. Parce que je sais que sur Top Gun Maverick, c'était des drones et c'était aussi des pilotes, des vrais pilotes derrière dans les trucs, mais que la plupart, c'était des shots sur fond vert. Top Gun, c'était pas un double cockpit où est-ce que le pilote il est derrière l'acteur? Ouais, c'était un double cockpit, puis il y avait aussi des shots sur fond vert. Puis là, comme c'est une monoplace, il y a juste une seule personne qui peut conduire ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça devait être tout un défi logistique pour essayer de représenter, d'où pourquoi que j'étais un petit peu... pendant le film, au début, j'étais attentif à ce détail-là, puis finalement, c'était tellement bien fait que j'étais comme, OK, ouais, ils ont vraiment bien fait ça. Ouais, j'ai hâte de voir des making-of pour ça. Ça risque d'être très intéressant de voir comment ils ont fait ça. Parce que ça se peut aussi que ça soit même pas genre des doubles puis qu'ils ont fait ça devant l'écran de CGI. Ouais. Ça se peut ça aussi. Avec les panels puis tout le kit là. Qu'on voit dans le film en plus, en fait. Ouais. Là. Ils utilisent clairement ça dans le film en plus. Les simulateurs. Mais c'est comme un simulateur, mais à la place d'être l'écran où est-ce que c'est la simulation, c'est comme les trucs qu'ils ont utilisés pour Mandalorian. Ouais. Peut-être. Peut-être. C'est pour ça que j'ai hâte de voir comment ça a été fait, parce que c'était vraiment très bien fait. Mais moi, Nick t'a donné un 6.5, Alex t'a donné un 7. Je vais y aller comme ça, je vais donner un 7.5. Oh! Juste pour le LOL. Mais c'était définitivement un bon film. Je l'ai trouvé très bon.
J'ai vraiment trouvé ça divertissant. Moi, j'adore les films de sport. Les films de sport, c'est un petit comfort food pour moi. Là. J'aime le sport, puis tu sais, j'aime imaginer que si j'aurais fait un sport, j'aurais fait le professionnel, tu sais. Fait que, c'est ça. Je suis sorti de là, j'étais comme, man, j'ai envie de jouer à F1. Oh, Moi, Ça me j'avais envie tentait. d'une Heineken. damn. Alexandre, il voulait une Heineken sans alcool. Ah, les Ça fait du commandites bien. dans ce film-là, là, il y en avait beaucoup, là. Moi, je dis ça fait du bien d'avoir un blockbuster qui est divertissant. Ouais. Ouais, qui se prend pas la tête. C'est Non. vraiment ça. C'était Ouais, c'est juste un film de course, puis il essaye pas d'être plus que ça. Il y a une petite affaire de romance, c'est évident, faut que. Parce que tu sais, les gars, ils vont tous inviter leurs blondes, puis leurs blondes veulent pas y aller. Fait qu'il faut de quoi pour eux autres aussi, là. Fait qu'il fallait une petite affaire de romance. là. My God, le truc de romance c'était le pire truc du film pour moi. Ah non, moi, Je te dis ça. hey, non, dès que Brad Pitt pose les yeux sur elle, c'est que toi, la soirée, là. Comment tu peux résister Brad Pitt? Tu peux pas. C'est impossible. Brad C'est Pitt, Brad avec, Pitt. le Brad Pitt avec le soleil d'en face tout le temps. Et c'est. Pour sa défense, dans ce film-là, il y a legit souvent le soleil d'en face. Fait que- Mais bon, on va passer à autre chose. Je savais pas Bon. que c'était le réalisateur Oh. de Top Gun, par contre. Fait que ce gars-là Ouais. fait vraiment des films pour les boomers. Avec des acteurs qui sont dans la soixantaine. Fun fact, sa mère est québécoise. La mère du réalisateur. Joseph nice. Krasinski, sa mère, ça s'appelle Patricia Provost. Oh. Puis son père, c'est Joël Krasinski, c'est un docteur polonais. Ça, c'est sur sa page Wikipédia. Il a réalisé Tron Legacy aussi, qui était c'est vraiment logique. très cool. Qu'est-ce qu'il a réalisé d'autre aussi? Il a pas fait beaucoup de films. Il a fait Oblivion. Oui, ça, c'est Top bon, Gun. ça. En fait, Tron Legacy, c'était son premier film en 2010. Oblivion, c'était son deuxième. Il a fait Ouais. Twister. Ensuite, il a fait Only the Brave. Puis là, il a pris une pause jusqu'en 2022 pour Top Gun. Où est-ce qu'il a sorti 2 films en 2022. On Fire. Il a fait Twister. Il a pas fait Twister, il a fait la story. Il a pas réalisé Twister. Ok. Il est Il a juste fait le story writer. by. C'est Il y a quand juste même un drôle. story by. Puis F1, ben, il l'a réalisé, produit, puis. Il a écrit. Pardon, il y a le story by. Si marqué story, c'est pas écrit, Nick. Ça C'est veut dire juste- qu'il a fait il a un écrit. synopsis long. Exact. Il a Donc, écrit. un texte d'une dizaine de pages. Oh shit, il a fait une pub pour la Nintendo DS en 2004. Damn! Wow. Le gars, il a fait Nintendo une coupe de DS. pub. Fait une pub de Taco Bell. T'as-tu dit Nintendo BS? Elle est pas construite à Longueuil, là. Oh là là. Fait que je pense qu'on peut passer à autre chose. On va passer sur un sujet un petit peu plus délicat et la raison pour laquelle on a invité un indépendantiste historien au podcast. C'est le film 15 février 1839 réalisé par Pierre Falardeau, mettant en vedette Luc Picard. Fait que moi, je vais y aller tout de suite en disant ça. C'est un très, très bon film. C'est vraiment là, un film poignant, solide, dramatique, puis ça finit vraiment, là, ça finit puis t'as pas envie de faire grand-chose. Non, c'est vrai. C'est Alors, moi, je l'ai vu 4 fois, ce film-là. 4 dépressions qui s'est 4 infligé. dépressions, c'est incroyable. Il s'est infligé 4 dépressions. C'est incroyable. La première fois que je l'ai vu, c'était dans ma classe de secondaire 3 à Gérard Filion. Hey, imagine, t'es un professeur, tu décides à soir. Aujourd'hui, là, je déprime mes élèves. Ah, Tain-toi. solide. Ben, ce film-là, à chaque fois que je ressors de ce film-là, j'ai juste envie de faire le référendum tout de suite. Ah, l'indépendantiste. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec ce film-là, honte à vous. 15 février 1839, c'est un film qui... dans le fond, c'est les 24 dernières heures de 2 patriotes condamnés à la pendaison suite à la rébellion des patriotes en 1837 et en 1838. Ce sont les figures François-Marie Thomas, Chevalier de Lorimier. C'est donc ben long comme nom. Ils avaient My tous des God. longs noms. C'est donc ben long son nom. Ça n'a pas de sens, ça. Mais c'est ça. C'est un excellent film. La scène d'ouverture, je m'en attendais tellement pas à ce que j'aille une scène d'ouverture comme ça. J'étais comme, damn, il start avec Money Shot.
C'est clairement ce qui a coûté le plus cher au film, c'est ce shot-là. Avec une vraie poule qui ont coupé la tête, hein? Quoi? Ils ont vraiment tué une poule. Quoi? Peter, where are you? Peter! Peter! Ouais. Where's Peter when we need it? Oh my God. F in the chat for the pool. Et voilà. PETA, c'est le People for the Ethical Treatment of Animals en passant, juste pour que les gens sachent comprendre la joke. Et où PETA, parce que tabarnak, tu peux pas tuer une poule sur un tournage, what the fuck? Ce film-là peut pas avoir aucun animal a été maltraité sur ce tournage. Tu peux pas. La Y vache, a-tu un vrai c'était cheval aussi? La vache, non. c'était une fausse cheval. C'est une fausse. J'étais pas capable de parler. J'étais pas capable de dire fausse vache. Non, parce que dans les commentaires audio de Falardo, il mentionne que la vache, c'est un truc de taxidermiste. OK. Mais la poule, ils ont vraiment coupé la tête de la poule. Ben voyons. J'espère qu'ils ont mangé du poulet après. Là. Come on. Je sais pas la suite de ça. Non, mais Chris, tu tues une poule. J'espère que tu manges au moins du poulet après. Là. Tu peux pas tuer une poule sur un tournage. Oh non. Oh là là. Toi, t'en as pensé quoi du film, Nico? Je rejoins totalement Antoine. C'est un très bon film qui te prend tout le long. Puis oui, c'est très déprimant. la fin est inévitable. Mais c'est comme genre, oh my God, quand elle arrive, c'est comme, OK, c'est rough. C'est vraiment rough. Puis Alexandre, il y a une révélation aussi sur cette pendaison-là. Ouais. Vas-y donc. À la fin de mon texte, là, on va. Quand OK, c'est à la fin. OK. À la fin on va parler du film. Ouais. On va build up. Ouais, on va build up. OK, my bad. Shut up, Intween. J'aimerais shout-out. Il y a une scène que j'ai bien appréciée. C'est la scène quand que l'anglais s'excuse. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle scène. J'étais comme fuck you bitch, mais en même temps, j'étais genre. C'est vrai, il a quand même raison, tu sais, il fait juste suivre ses ordres. C'est ça qui est poche. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui sont réticents avec ça. C'est sûr qu'il y en a qui sont genre fuck them frog. Oh yeah, mate, fuck them frog. Fait que genre. Fait que tu sais, je comprends, mais en même temps, c'est genre. Lui qui s'excuse, c'était genre un petit peu de la sympathie, je trouvais ça cool. Puis je trouvais ça drôle qu'il dise genre dis quelque chose, puis moi j'avais ça me dire dans ma tête, il te comprend pas, man. Tu viens de me parler puis il te comprend pas là. Non, Delorimier était parfaitement bilingue. Non, je le sais, mais dans ma tête, c'était juste drôle de penser qu'il répond pas parce qu'il comprend rien. Mais c'était clairement le plus éduqué. Oui. L'un des plus éduqués, ouais. Il était notaire, c'est ça? Ouais, il était notaire. C'est ça. C'était un notaire de Montréal bien connu. Puis tu sais, c'était pas un colonel ou quelque chose de même dans la guerre, mais c'était quelqu'un qui était capable de rallier des gens derrière la cause. C'est ça, Alex? Ouais, je vais vous expliquer un petit peu son parcours à lui, parce que il a été partout. Ça n'a aucun maudit sens. Ouais. J'ai vraiment, vraiment apprécié la scène avec sa femme. Ça, c'est probablement la séquence la plus dramatique possible. Si on exclut la fin. Dieu, là, la performance de sa vie. Ouais, c'est une très bonne performance. Ça. Ces scènes-là sont vraiment incroyables. Surtout quand elle refuse de. Juste avant qu'elle s'évanouisse, là, quand elle refuse de lâcher prise de son mari. Tu sais, tu peux pas regarder ça puis pas verser une larme. Là. C'est impossible. Non, je te rejoins. Non, ça n'a pas de maudit sens. Puis Luc Picard, sa performance, c'est juste. C'est probablement la meilleure performance québécoise que j'ai vue à date. Non, c'est le rôle de sa vie. Lui-là, c'était incroyable la performance qu'il a livrée. Même s'il était trop vieux pour le rôle, parce que Chevet Le Lormier avait dans la trentaine. Il avait à peu près mon âge quand ils l'ont pendu. Puis Luc Picard, il était déjà dans la quarantaine. Ouais. Dans ces mais tu sais, comme qu'on en a parlé aussi, Falardo, il a attendu 10 ans pour le funding. Ouais. Puis Luc Picard était déjà casté avant d'avoir le funding, donc 10 ans plus tôt. Fait qu'il aurait eu l'âge parfait justement pour jouer le personnage. Puis je pense que Falardo il a décidé de pas changer l'acteur parce que c'est Luc Picard. Là, tu changes pas cet acteur-là. Là. C'est l'un des plus grands du Québec. He's the GOAT. Ouais. Il a aussi réalisé quelques films en passant, Luc Picard. C'est pour ça que ça m'a mélangé tantôt. J'ai dit réalisé par Luc Picard. J'étais comme, fuck, c'était pas ça. C'était pas ça, fuck.
T'as-tu d'autres choses à dire, Nick, avant qu'on embarque dans notre cours d'histoire? Non, embarque dans ton cours d'histoire. Ok, Je vais on juste te embarque dans laisser. notre cours d'histoire, Alex. OK. La parole est à toi. On t'écoute. Bon, moi, mon approche, là, je voulais vous parler de mon approche, c'est que dans le film, ils font beaucoup mention de certains événements, puis ils le montrent, ça c'est à cause des limites du film, ils les montrent pas. Donc, moi, je vais aborder surtout les trous noirs un petit peu du scénario, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas, parce que souvent, en cinéma, on va parler de show don't tell, mais là, avec la, la formule du film, là, c'était plus du tell no show. Fait que Ouais. il y avait un côté très théâtral dans le film, puis Luc Picard s'en est jamais caché, justement. Puis Ben, c'est surtout que c'est un film fait en enclos. Ouais. Fait qu'il y a un effet théâtral qui vient avec ça automatiquement quand tu fais un film dans un enclos comme ça. Mais Donc, bon. donc, je vais vous parler surtout des trous noirs du scénario. Si jamais vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Moi, j'ai déjà tout noté. Je ne vais pas perdre mon fil. Il n'y a pas de problème. Donc, tout commence en 1760 avec la Nouvelle-France qui est cédée à l'Empire britannique après la guerre de 7 ans. Dès leur installation, les Britanniques mettent en place un régime colonial qui se veut, entre guillemets, collaboratif avec les locaux francophones. Surtout, on met en place un simulacre de démocratie avec un parlement colonial, avec à sa tête un gouverneur nommé exclusivement par Londres, c'est-à-dire qu'il n'est pas élu démocratiquement, il est nommé. Puis le gouverneur colonial nommait les membres du conseil exécutif, ceux qui exécutent les lois, et le conseil législatif, ceux qui approuvent les lois et les budgets. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas élus eux autres non plus. Et quant à la population, elle élisait des députés à la Chambre d'Assemblée qui n'avaient, dans les faits, aucun pouvoir. Donc, tu as comme une chambre qui sert à rien, puis tu as 2 chambres qui leur dit quoi faire, OK. en gros. Et de plus, les francophones et les catholiques, notamment les Irlandais, n'avaient pas le droit d'accéder à des postes dans la fonction publique, c'est-à-dire de travailler pour le gouvernement ou l'armée. Évidemment. Évidemment. Et pour couronner le tout, les entrepreneurs et les agriculteurs francophones et catholiques n'avaient pas le droit d'accéder au libre marché que promouvait l'Empire britannique. C'est-à-dire que tu n'avais même pas le droit de vendre tes produits hors de la colonie. OK. C'était seulement les anglophones qui avaient accès au commerce international. Tu peux pas faire de l'export. Non, tu n'avais pas le droit de faire de l'export. Puis dans ce tumulte émerge le Parti patriote en 1826 et le député montréalais Louis-Joseph Papineau, que les gens connaissent très bien, Ton idole. Ouais, mon idole, en était le chef. Le Parti patriote prônait des valeurs républicaines inspirées de la France et des États-Unis. À l'époque, il y avait un vent révolutionnaire qui soufflait sur les colonies et certains pays en Europe. Les historiens appellent cette période le printemps des peuples. Par exemple, la révolution haïtienne prend fin en 1804 après 13 ans de guerre, puis ils deviennent indépendants. En France, la Seconde République est proclamée après seulement 3 jours de conflit contre le gouvernement royaliste en 1830. Et en Amérique du Sud, Simon Bolivar mène une insurrection contre le pouvoir espagnol, puis les colonies espagnoles deviennent indépendantes. Donc, les patriotes, dans le Bas-Canada, dans l'actuel Québec, ils avaient comme le vent dans le dos, dans un sens, mais ils voulaient pas, on parlait pas de lutte armée, c'était vraiment très pacifique, dans le sens que les patriotes vont voter un document de revendication qu'à l'époque, c'était parfaitement lucide, qui demandait surtout une réforme en profondeur du gouvernement colonial du Bas et du Haut-Canada, du Québec et de l'Ontario aujourd'hui. L'Assemblée du Bas-Canada a voté en 1834 les 92 résolutions, qui se veut comme une liste de recommandations, une liste d'épiceries pour réformer le gouvernement. Par exemple, il demandait que le gouvernement en haut, là, avec le gouverneur, soit responsable devant la Chambre des députés. C'est-à-dire que au lieu de se faire dire quoi faire, ben là, c'est les députés qui sont élus qui dictent la marche à suivre, exactement comme à Londres. Parce qu'à Londres, c'est une démocratie parlementaire qui fonctionne très bien. Puis les patriotes, ils demandaient juste la même chose.
Et il demandait, par exemple, l'accès à la fonction publique parce que les francophones participaient beaucoup à la vie, comment je peux dire ça, à tout le bon fonctionnement de la colonie, malgré le fait que les gens en haut soient des anglophones. Donc, c'est la moindre des choses qu'on participe au gouvernement. Et aussi, on demandait un système scolaire laïcisé parce qu'on se commençait à se tanner de l'Église qui lichait les bottes des anglophones. Fuck l'Église. Ouais, fuck l'Église. Mais on parlait toujours pas d'indépendance ou de menace de lutte armée. C'était pas du tout dans le discours. Et 3 ans plus tard, en 1837, Londres finit enfin à répondre aux 92 résolutions. Tu sais, il n'y avait pas Internet. Hein? Nope. Et non. Puis Londres va répondre avec les 10 résolutions Russell. Dans les grandes lignes, Londres dit non à toutes les recommandations. C'est pas des revendications, c'est des recommandations. Et les 10 résolutions Russell renforcent le pouvoir de la Chambre du Conseil législatif. Autrement dit, on retire le portefeuille de l'Assemblée des députés. Littéralement, là. Tu peux pas être plus bas. Puis là, je vais vous parler du contexte du 137 parce que c'était pas très rose dans le Bas-Canada. Vraiment pas. Non. Parce que ce qu'on appelait les deux Canada traversait une crise économique assez sévère, justement à cause du manque de diversité des activités économiques dans la colonie, comme par hasard. Et tout d'abord, la décennie 1830 fut le théâtre de récoltes décevantes. Parce qu'il faisait pas beau. Des choses qui arrivent, ça, c'est pas. Ouais, tu peux pas contrôler ça non plus. Là. Non, puis on parlait même de famine dans certains coins de la vallée du Saint-Laurent. Puis en 1832, le Bas-Canada est durement frappé par une violente épidémie de choléra. Le choléra, ça, c'est une maladie intestinale, un petit peu comme la gastro. Ça fait du mal, ça, à une colonie, ça. Ça fait très mal, qui en plus, ça se transmettait dans les eaux. Puis comme on pasteurisait pas l'eau, ben c'était très rapidement transmissible. Ça a-tu été aussi pire qu'aux États-Unis? Aux oui. États-Unis, ça l'a frappé fort, là. Oui, j'ai les chiffres. Au total, l'épidémie a fauché 12 000 personnes sur une population de 427 000. Donc, on avoisine le taux de mortalité autour de 3 %. Pour vous donner une idée, la COVID-19 au Québec, c'était un taux de mortalité autour de 0,2 %. Ouais. Donc, les choses ont changé aussi depuis ce temps-là. Là. Oui, exactement. Mais à l'époque, ces affaires-là. Là. Mais à l'époque, c'était 1 personne sur 100 qui décédait. 3 personnes sur 100 qui décédaient. Donc, ça va vite sur une population qui est très tissée serrée. Ça vous donne une idée de l'épreuve qu'ont dû endurer les Canadiens français à cette époque-là. Et les 92 résolutions avaient justement pour but de redresser les finances de la colonie au lendemain de l'épidémie. Un petit peu comme on essaye de faire avec le gouvernement Trudeau. Pas Trudeau, mais Legault, mais que Legault veut rien savoir. Et malheureusement, les Patriotes vont se heurter à un pouvoir impérial extrêmement conservateur à Londres et ça va faire monter les tensions encore plus. Parce que, tu sais, par exemple, en parallèle aujourd'hui, après la pandémie, les tensions sont très hautes. C'est très polarisé aujourd'hui. Juste à voir ce qui se passe sur Internet, sur Superman, exemple. Ouais. Puis l'animosité entre les Anglais et les Français était tellement forte que le gouverneur Lord Gosford, le gouverneur du Bas-Canada, il abolit le Montreal Rifle Club en 1836 pour dissuader les anglophones à s'armer. Les francophones, tu veux dire? Non, les anglophones. Il avait peur que la minorité anglophone s'arme. OK. C'est bizarre, ça? Oui, c'est à cause qu'il voulait garder le statu quo. Puis c'était clairement les anglophones qui voulaient déclencher la bagarre. À la base, c'était pas les francophones. You fucking frog. Ouais, fucking frog. Et des paramilitaires de l'armée britannique vont fonder, en réponse à l'abolition du Montreal Rifle Club, ils vont fonder le Doric Club. Ses membres sont extrêmement radicaux, puis souvent issus du parti Tories du Bas et du Haut-Canada. Puis fait amusant, le parti Tories est devenu le parti conservateur du Canada. Ouais. Pour vous donner une idée.
Puis en réponse à la radicalisation des anglophones, certains membres les plus radicaux des Patriotes vont fonder le groupe Les Fils de la Liberté, dont est membre François-Marie Thomas, chevalier de Lorimier. Donc, Cool. il faisait partie des plus radicaux. Ok. Ils étaient environ 700-800 patriotes juste à Montréal. Et le feu du conflit va démarrer au lendemain de l'annonce des 10 résolutions Russell. Les Fils de la Liberté vont organiser une manifestation pacifique à Montréal au mois d'octobre 1837. Le Doric Club organise une contre-manifestation, puis les deux manifestations finissent par se croiser, puis la bagarre se déclenche. Ben oui, c'est sûr. Et avec la complicité des militaires britanniques, OK, les membres du Doric Club manquent d'assassiner de peu Papineau à sa résidence à Montréal. OK, Ils quand ont même. failli le tuer. Et des patriotes sont arrêtés et emmenés à une prison sur la Rive-Sud, à la hauteur de Saint-Hubert, là où il y a le skatepark, soit en passant. Nice. Des patriotes abattent les militaires dans le convoi et libèrent leurs confrères. La lutte armée est déclarée chez les patriotes pour essentiellement, je cite, se défendre contre les anglophones radicalisés. OK. Parce que ceux-là avaient le soutien de l'armée. Donc, si l'armée ne peut plus protéger les francophones ont le devoir de s'armer et de se défendre. Logiquement, oui. Donc, c'est littéralement une guerre civile qui se passe. Ouais. Puis ça, c'est au grand désarroi de Lord Gosford, le gouverneur qui est démis de ses fonctions pour un membre du Doric Club, Colburn. Okay, Colburn. Colburn et Papineau lui-même, parce que Papineau, lui, il voulait pas que ça vire en bain de sang. Là. Il voulait pas que ça devienne aussi radical. Et là, c'est là qu'on embarque dans la lutte armée. Les premiers de combat ne tardent pas à arriver. Dès le 23 novembre, le chef patriote Walfred Nelson prend la tête d'une centaine d'hommes et intercepte un contingent britannique à Saint-Denis. Malgré leur manque de préparation, les patriotes vont gagner en se retranchant sur une maison qu'ils ont défendue. Badass. Ouais, badass. Par contre, c'est là que ça dérape, parce que le 25 novembre, à Saint-Charles-sur-Richelieu, les Patriotes se battent contre un régiment de 600 Britanniques sortis tout droit du fort de Chambly. Les Patriotes s'étaient retranchés dans un manoir mal protégé et les Patriotes vont se faire massacrer. 150 d'entre eux sont tués à coups de baïonnette. C'est moins badass, là. Non, ça, c'était vraiment sanglant. Là. Ouais. Et même le village de Saint-Charles est incendié sous les ordres du général Witterall. C'est-tu le début de ton livre, ça? Oui, c'est le début de mon roman. Plug donc ton livre, là, live. Ouais, j'ai écrit un roman en 2019 qui s'appelle 1837 Saint-Eustache, où je parle des grosses défaites des Patriotes, notamment Saint-Eustache. Puis justement, j'allais y arriver. OK. À Saint-Eustache... J'ai reconnu le début, c'est pour ça. Ouais, c'est juste ça. Et à Saint-Eustache, les Fils de la Liberté et d'autres patriotes essaient d'organiser la résistance, notamment pour défendre la ville, le village. Mais ils ne savaient pas qu'une armée de 8000 hommes leur fonçait dessus. Et comme ils étaient mal préparés et très mal dirigés, parce que dans le roman, en écrivant le roman, je me suis rendu compte qu'ils étaient très mal dirigés. Les Patriotes vont se faire battre à plate couture le 14 décembre 1837. Juste pour vous donner une idée, ils se battaient à 8000 contre 1500. Disons qu'il y avait une supériorité numérique. Puis Delorimier se trouvait sur place à Saint-Eustache. Il a combattu pendant les combats, mais il a été contraint de fuir puis laisser d'autres se sacrifier à leur place. Parce que Delorimier il était l'un des fondateurs des Fils de la Liberté, puis les gros chefs, eux, il ne faut pas qu'ils se fassent pogner. Ben, comme j'ai dit, il ralliait beaucoup de gens derrière sa cause, lui. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui auraient été prêts à se sacrifier aussi. Ouais. Et après avoir incendié Saint-Eustache, Lord Colburn marche sur le village de Saint-Benoît de Mirabel, un lieu qui était complice des agissements de Saint-Eustache. Malgré leur fortification, parce qu'ils avaient érigé des barricades, puis ils ont vraiment créé une milice sur place, Saint-Benoît va se rendre sans combattre, mais Colburn ordonne
la mise à sac du village en plein hiver. C'est le 15 décembre. Puis cette scène-là, ce pillage-là, c'est l'ouverture du film. OK. C'est ou comme quoi qu'ils ont vraiment fait ça arbitrairement alors qu'ils se sont rendus. Puis il y en a un qui a compris qu'il fallait qu'il égorge des poules. Oui, exactement. Parce que un pillage, c'est on tue les animaux. On tue les animaux en incendie. Je comprends, tout. mais Ouais. c'est pas utile, là. Ouais. Il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils mangent. Donc, Delorimier rejoint les deux frères Nelson et d'autres sympathisants exilés aux États-Unis. Même sans le soutien des Américains, Robert Nelson, le frère de Wilfred, va se proclamer président du gouvernement provisoire de la République du Bas-Canada. Tabarnak, c'est un long titre, ça. C'est un long titre. Puis il va fonder l'Association des frères chasseurs le 18 février 1838. C'est comme pour remplacer les Fils de la Liberté. Okay. En gros. Dans le fond, ils se prêtaient allégeance, en quelque sorte. Puis, ensemble, ils votent une constitution assez radicale et progressiste pour l'époque. Ils votent notamment l'indépendance pure et simple du Bas-Canada. C'est là que le mouvement se radicalise. Et aussi, ils votent l'indépendance du peuple canadien-français. Ils votent également la reconnaissance totale des droits autochtones en 1838. Quand même. Là, il fallait vraiment le faire. Puis en plus, il prônait une école laïque obligatoire. Ça, la religion. Exactement. Et le vote masculin universel pour tous les hommes de toutes conditions. Parce que comment ça fonctionnait la démocratie à cette époque-là, il fallait que tu sois propriétaire. Ouais. Et là, tu donnes le vote à tout le monde. En France, c'était même pas comme ça sur la Seconde République. Fait que c'était vraiment une première dans le monde occidental. Ouais, même aux États-Unis, il fallait que tu aies du land pour voter. Exactement. Et les membres des frères chasseurs vont organiser une incursion dans la vallée du Saint-Laurent, mais les Britanniques les attendaient à la frontière. Le 9 novembre 1838, les frères chasseurs se battent à 6000 contre 600. Les Britanniques étaient 6000. Et sous nouvelle débâcle, et les derniers chefs patriotes sont capturés, dont Chevalier de Lorimier. Et justement, Delorimier et d'autres patriotes ils doivent comparaître devant le Conseil de guerre le 11 janvier 1839. Sans avocat, le notaire se défend des crimes qu'on lui incrimine avec un certain brio. Même la presse anglophone de l'époque lui reconnaissent qu'il s'est bien défendu, pour de vrai. Et malgré le fait que les charges contre lui étaient très lourdes, genre haute trahison, meurtre, vraiment là, la totale. Il fait face à une pandémie. Durham disait qu'on avait des charges assez solides. C'est des charges assez solides qui étaient sur le point de gagner. C'est ça le pire. Et il était sur le point de gagner sa procès. Lorsque les Britanniques forcent Jean-Baptiste-Henri Briand, le co-détenu de Lorimier dans le film, celui qui se sent coupable, les Britanniques le forcent à signer des aveux qui incriminent de Delorimier, ce qui rend caduque sa défense devant le Conseil de guerre. Dans le fond, ils ont utilisé une twist juridique pour gagner leur procès. Puis le 15 février 1839, Delorimier et 4 autres sont condamnés à la pendaison à la prison Pied-du-Courant, qui se trouvait sur le site du pont Jacques-Cartier du côté Montréal. Là où il y a le gros pilier à Montréal, la prison était là. Elle était à cette place-là. Ça, c'est qu'est-ce qui est le plus triste, c'est que leurs dépouilles sont jetées dans une fosse commune dans le cimetière Saint-Antoine. OK, fait que le film a menti à la fin, avec les cercueils. Ouais, ils ont été jetés dans une fosse commune, Actual Square Dorchester, où il y a une plaque commémorative. Les 5 pendus du film 15 février 1839 seront les derniers d'une série de 12 à être condamnés à mort. Ça, c'est dramatique as fuck que ça soit dernier. C'est dernier. Puis, comme la dernière série d'exécutions avait traumatisé l'opinion publique à l'époque, parce que qu'est-ce qu'on voit dans le film, ça s'est réellement passé. Le discours de Hirderlang, vive la liberté, vive l'indépendance. C'était le gars qui a retenu sa corde, puis qu'ils ont cassé les doigts pour qu'il soit pendu.
ça a traumatisé tout le monde. Mais ça, c'était devant un public, dans le fond, dans la... C'était devant Ok. 3000 personnes à la OK, base. fait que ça, ils ont été un petit peu plus cheap sur le budget, dans le fond. Je vais expliquer pourquoi. Il y a pas beaucoup de monde plus tard. Ben, il n'y a Puis, personne. Dans le film, il n'y a personne. Oh. Dans le film, il n'y a personne. Ouais, il y a Mais c'est personne. ça, l'opinion publique était tellement choquée de ce qui s'était passé que le gouvernement britannique, il se revire de bord, puis tous les patriotes qui devaient normalement se faire exécuter, ils sont juste exilés dans les Bermudes et en Australie, dans les colonies prisons. D'où pourquoi qu'en Australie, il y a des noms de familles francophones aujourd'hui. C'est des patriotes qui n'ont pas pu revenir. Puis ça parle encore français, soit en passant. Ben, on parle encore français. Oui. Non, mais je veux dire, les patriotes qui se sont retrouvés en Australie, ça parle un petit peu français. OK. Donc, après les combats, la lutte des patriotes n'est pas terminée. Parce que comme Delorimier l'avait un petit peu prédit, le combat, il n'est pas terminé. Mais il va se faire par après sous le gouvernement du Canada uni. Parce que ça va changer de titre de gouvernement. Parce que il y aura surtout un mouvement de résistance après les publications du sombrement célèbre rapport de Ram. C'est un rapport qui recommandait purement et simplement l'assimilation du peuple canadien-français pour en faire de parfaits petits sujets britanniques anglophones. Bonne chance. Parce que Durham... 200 ans plus tard, on est encore là à parler en québécois. Ouais. OK. En 1845, l'amnistie est déclarée pour les anciens patriotes en exil. Papineau revient au pays où il exercera un poste de député indépendant jusqu'à sa retraite dans les années 1850. En 1848, c'est là toute l'ironie de la chose, OK? Attention. Le jeune gouvernement du Canada uni décide de voter des lois d'indemnisation pour les dommages causés pendant la guerre civile, que les anglophones appellent toujours les troubles. Les troubles. Comme c'était rien, là. Et par contre, c'est là que ça devient ironique. Les anciens membres du Doric Club, ceux qui ont déclenché la guerre civile, vont se mettre en beau joie le vert face aux indemnisations, puis ils vont foutre le feu au Parlement. Sick move. Le 25 avril 1849. Ceux qui ont déclenché la guerre civile, ils veulent défaire le gouvernement. C'est qu'on aime ça, les Canadiens brûler des buildings gouvernementales. Deux fois dans l'histoire, on brûle des buildings gouvernementales. Le Parlement, à l'époque, se trouvait là où était situé le marché Bon Secours à Montréal. Ça va provoquer le déménagement du gouvernement vers Toronto et Ottawa. Ils vont jamais changer de place. Ouais, parce que Montréal, c'était la capitale du Canada. Ouais. Fait que Montréal aurait resté la capitale si ça ne serait pas arrivé. Exactement. Juste à cause d'une gang d'anglophones qui étaient frustrés. Ben, c'est un peu ça leur job aux anglophones d'être frustrés contre les Québécois. Ouais, ça fait 200 ans qu'ils sont frustrés contre nous, câlisse. OK. Dans les années qui vont suivre, d'anciens patriotes plus modérés comme Georges-Étienne Cartier ou encore Louis-Hippolyte Lafontaine vont travailler fort en coulisses. Ils vont doter le futur Québec de lois et de mesures afin de reconnaître le français comme langue officielle au Parlement et d'obtenir un gouvernement responsable devant les députés. En gros, ils parviennent à faire appliquer la majorité des 92 résolutions au nez et à la barbe des anglophones réfractaires comme un certain John A. Macdonald, le fondateur de la Confédération canadienne de 1867. Tu sais, le gars qui était ultra raciste puis tout le kit, là. Ouais. Fait que même lui, il n'a rien pu faire, en gros. Et entre-temps, l'Église va profiter de la chute des patriotes pour renforcer davantage leur emprise sur la population canadienne-française. Avant 1837, les patriotes avaient dénoncé justement la relation qu'entretenait l'Église avec l'État colonial, et notamment au sein de l'éducation pour les enfants, parce que même les patriotes trouvaient que c'est un petit peu borderline ce que vous êtes en train de faire avec l'éducation pour les enfants. D'où pourquoi ils voulaient un système plus laïcisé. Et voyant l'influence religieuse gagner encore plus du terrain après les rébellions, les Canadiens français vont commencer à employer les fameux sacres.
Tabarnak! pour dénoncer. Asti de calice! Fait que ça résulte de... fait que les sacs d'aujourd'hui, ça résulte de notre résistance, notre combat qui a continué après les rébellions. Et là, j'ai embarqué sur certains détails du film parce que le film a une histoire assez rocambolesque. Comme Antoine l'a cité, Pierre Falardeau avait littéralement fait une traversée du désert à cause qu'il était tombé dans un enfer de financement. Pendant toute la décennie 1990, Falardeau va essuyer refus sur refus, même s'il a réécrit le scénario 9 fois. Ouf. 9 fois. Puis même que la scène de du Britannique qui veut s'excuser, c'est Falardeau qui l'a ajouté à la demande du gouvernement fédéral. Ouh, c'est intéressant, ça. C'est très intéressant. C'est comme pour un petit peu plus pour pas vilainiser trop les... Hey, arrête de rire de moi! Vilainiser les... Dude! Arrête! À chaque fois, je te dis. À chaque fois. Pour pas trop rendre les Anglais comme les vilains, dans le fond. Montrer qu'ils sont pas trop tous les vilains, là. Ouais, puis l'affaire, c'est que Falardeau, lui, il disait qu'il était entré sur une liste noire, surtout à partir de 1994. Même avant 1994, c'était pas un réalisateur très apprécié au sein des financements culturels parce que Falardeau était connu pour avoir fait le film clandestin Le Temps des Bouffons, sorti en 1985, qui est un film, qui est un court-métrage de 15 minutes où Falardeau s'est fait passer pour un caméraman d'événements au Beavers Club, qui est un groupe select aristocratique montréalais qui prône le colonialisme britannique, qui existe encore d'ailleurs. Et Gang de fucker. Oui, je t'en niaise pas. Là, un de mes amis il a travaillé pour le musée Stewart, qui est sur l'île où il y a la Ronde, l'île Sainte-Hélène. Et il y avait une réunion du Beavers Club, puis c'était littéralement on planifie des mariages entre nos enfants. Nice. Je te niaise pas. Puis ça, c'est récent, là. Oh là là. C'est terrible. Puis là, le musée Stewart, il est fermé pour des raisons... Bref. OK. Mais cette même année, 1994, Falardeau va sortir son film le plus critiqué de sa carrière, Octobre, qui est un film qui suit les événements, l'enlèvement, et le meurtre du ministre Pierre Laporte par les membres du FLQ lors de la crise d'octobre. Parce que Falardeau, il avait comme menti sur le contenu du film. Il a obtenu le financement. Puis là, quand ils ont vu le film, ils ont fait « Whoop-elaï! » C'est based as fuck, pareil. Ouais, le gars, Falardeau était connu pour ça. Puis ce sera seulement après l'immense succès du film Elvis Gratton 2 que Falardeau va réunir les sommes suffisantes pour faire son film le plus personnel, qui est 15 février 1839. Comme Antoine l'a cité, Luc Picard a été le premier acteur engagé. Et d'après le réalisateur, dans un commentaire audio du film, tous les plans qui ont été filmés sur le tournage sont dans le film. Ce qui est assez rare. Il n'y a rien coupé, dans le fond. Non, il n'y a rien coupé. Wow. C'est très rare, il faut le souligner. Oui, vraiment, parce que normalement, tu vas filmer des trucs au cas où tu en as besoin, tu sais. Mm-hmm. Ils ont tout mis. C'est très rare. Et dans la version publiée du scénario, Falardeau explique la conception de la scène finale. J'y arrivais. Par manque de financement, Falardeau savait qu'il n'aura pas 3000 figurants. Il le savait. Non. Fait qu'il a décidé, dans un souci de mise en scène, que les spectateurs du cinéma, nous, présentement, l'audience. Okay. C'était les spectateurs de l'événement en 1839. Okay. Ça fait du sens. Parce que il savait que, comme il reproduisait la scène exactement comme elle a été décrite en 1839, ben, il s'était dit, ben, les gens ils vont être choqués. Fait qu'il n'y a pas de besoin de mettre du monde. C'est nous autres qu'on va réagir. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est un bon truc de dramaturgie. Moi, je trouve. Ouais, quand même. Ben, c'est parce que ça revient aussi, excuse-moi, ça revient aussi à l'aspect théâtral du film, de théâtre. Ouais. Parce qu'il n'y aurait pas de figurant pour faire l'audience, parce qu'on serait l'audience devant la pièce de théâtre. Exactement. Puis ça, en pièce de théâtre, ça serait tellement rough à voir. Oh boy. Oui, ouais.
Une fausse pendaison, là. Fouh! Ouais. Et dernier petit détail, puis j'ai fini. Les derniers mots que Delorimier adresse à sa femme dans la lettre sont tirés de la vraie lettre. Nice. Mot pour mot par Falardeau. Parce que Falardeau a eu l'idée de ce film-là en lisant les archives personnelles de la famille Delorimier. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai écrit mon roman. C'est que même si les événements se sont passés il y a 200 ans, les Québécois, on n'a pas accès aux archives fédérales qui parlent des patriotes. On n'a pas un accès libre, encore aujourd'hui. Fait que parce que là, je parle de mon là, je vais parler un petit peu de mon emploi en archives. En archives, quand les archives dépassent 100 ans ou même 75 ans, tu as le droit d'avoir un accès libre aux archives, que ce soit gouvernement du Québec ou gouvernement fédéral. Il y a des lois qui encadrent ça, mais il y a une exception pour les rébellions de 1837-1838. C'est chiant. C'est chiant. Puis les seuls documents qu'au Québec, on a le droit d'accès, c'est les documents légaux, c'est-à-dire les trucs des tribunaux, le conseil de guerre, puisque c'était entreposé à Québec. Mm-hmm. Donc, on a un contrôle là-dessus, mais qu'est-ce qui avait été dans les prisons, tout ce qui est vraiment de juridiction fédérale, qui ont des archives qui ont déménagé à Ottawa après l'incendie de 1849, on n'y a pas accès. Ça, c'est pas normal. Non, c'est vraiment pas normal. Qu'est-ce qui cache? C'est quoi qui cache? Puis toutes les affaires à propos de Lorimier, là, c'est des archives privées qui ont été dévoilées dans les années 80. Pour vous donner une idée là, de la gravité. Là, dites-vous que la plupart des choses qu'on connaît des patriotes aujourd'hui, c'est seulement grâce à des archives privées. Mm-hmm. C'est-à-dire les familles qui ont gardé les journaux de l'époque et les documents intimes, les lettres, toute l'équipe, les lettres de Papineau, par exemple, c'est des archives privées. Mm-hmm. Fait que il y a un gros débat là-dessus d'un point de vue historiographie, parce que à chaque fois qu'on veut découvrir quelque chose sur les patriotes, il faut vraiment gratter sur des archives personnelles, les journaux, parce que le gouvernement fédéral vont zéro donner l'accès à ce genre de trucs-là. La seule fois où ils ont pu donner accès aux documents militaires des patriotes, c'était à une historienne anglophone. Lol. Alors que un historien francophone, les francophones, on n'a pas accès à ces documents-là. Aucun sens. Fait que la lutte n'est pas terminée, mes non, amis. mais mettons, là, tu fais ta demande en disant que t'es genre très pro-Canada, genre. Ben, limite, c'est littéralement ça qu'il faut, parce que quand tu veux avoir accès à ce genre d'archives-là qui sont sous-scellées, okay, qui sont gardées, ils font une enquête sur toi. Ils checkent si tu vas faire des trucs compromettants. Même chose avec le référendum de 95. Ça fait plus de 20 ans, ça fait plus de 25 ans. Normalement, on devrait avoir accès à ces informations-là. Mais c'est toujours bloqué par le fédéral et le provincial. Ouais, mais on le sait pourquoi on l'a perdu, celle-là. Ouais. C'est à cause du vote ethnique. Alors que dans les faits, on l'avait gagné. Il y a eu de la triche. On va pas embarquer là-dedans, là, s'il te plaît. Oh! S'il te plaît, l'indépendantiste. Là. Fait que c'était pas mal ça pour les trous. Est-ce que ça vous éclaire un petit peu sur le contexte du film? Ben oui, oui. Énormément, oui. C'est intéressant. Très intéressant. C'est dur de résumer ça en 15 minutes. Il n'y a pas de trouble. Mais pour revenir à la scène de la pendaison, je m'attendais à ce qu'il monte juste les pieds, puis quand ça a switché pour montrer les visages, j'étais genre, oh, là, c'est rough. Alors, moi, c'est quand Delorimier, il est pendu, puis il fixe le gars qui veut se maintenir en vie. Puis il meurt de même. J'ai des frissons à chaque fois. Ah, c'était solide, ça, c'était rough, là. Parce que tu le sens qu'il est encore là. Ouais, pendant le regard. Pendant 1-2 secondes, ouais. Alors, il le regarde en train d'essayer de survivre, puis là, il meurt de même. C'est genre, oh, c'est rough. Ah. Ouais. Moi, au début, j'étais comme, ah, merci, tu montes juste les pieds. Puis finalement, il était comme, nope, dans ta face. Genre, non! J'étais correct avec juste les pieds. Parce que si tu regardes parce qu'ils ont reproduit ils ont reproduit le gibet à l'identique, parce qu'il y a des illustrations. Puis les gens qui ont assisté
à la pendaison, ils voyaient les gens en dessous. Là où normalement, tu as une plaque de bois où tu vois pas les pendus aux États-Unis, par exemple. OK. Puis eux, ils ont fait ça straight de même, puis tout le monde a pu voir ce qui se passait. Mhm. Fait que, ils l'ont cassé les doigts, là. Ben, c'est parce que, tu sais, je veux pas, j'excuserai pas ce qu'ils ont fait, là, mais je pense que c'était comme aussi une technique pour faire peur aux gens aussi. Ouais, il y a ça. Les C'est comme regardez qu'est-ce qui se passe si vous essayez de vous rebeller contre nous. Bang, prends les gens, puis il faut que tu vois toute l'affaire devant toi. Là. Ah, mais que même le public anglophone a été choqué. Ben, c'est parce que c'est sûr que normalement, les gens, ils se débattent pas quand ils sont en train de se faire pendre. Fait que je pense que c'est cet aspect-là qui a vraiment plus choqué les gens. Puis après, le gars qui casse les doigts de la personne. Le discours aussi, ça l'aide. Parce que Iderlang, là, moi, je trouve que le personnage, il est super bon. Il est super bien représenté. Le français, ça? Ouais, le français protestant. Lui, c'était vraiment... lui, c'est vraiment up and down. Hein? Là où Delorimier, lui, c'est en down tout le temps. Ouais. Lui, c'est vraiment up and down. Puis tu le sens que juste la veille, quand il hyperventile, là, ouf, j'étais avec lui. Là, j'étais comme tabarnak. Tu sais, le français, à un moment donné, il est au souper, puis il y a du fun avant. Ouais. Comme tu dis, il est up and down. La scène du souper était le fun aussi. C'est la seule scène le fun du film, en fait. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment drôle quand il y a comme l'inspecteur qui arrive, puis qui est comme, c'est quoi qu'ils font, puis ils sont en train de souper, puis là, ils regardent, ils sont tous en train d'avoir du fun, puis les autres, genre, tabarnak, pourquoi ils ont du fun? Non, il fait juste dire they are crazy! Ouais, c'est comme très drôle. Non, ils ont du fun! Ben, Chris, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont en prison, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils ont un bon souper, puis le gars qui a organisé ça, il veut juste avoir du fun avant de se faire pendre. Ouais. Non, c'était un très, très, très bon film. Vraiment, là. J'ai bien aimé le moment où il est en train de nager. Le gars, il arrive en mode « What the fuck are you guys doing? » On nage, câlisse! On nage! Tu comprends pas ça? On nage! Ah, ça, c'était drôle. Avec la face dans le bucket d'eau. Ouais. What are you guys doing? C'était le même qui apprenait. Ouais, ça, c'était très, très drôle. Non, ça, c'était drôle, en effet. Mais non, c'est un très bon film, vraiment puissant. Puis même la presse anglaise a donné des bonnes notes au film. Ouais. Alors que Falardeau était sûr et certain qu'il allait se faire descendre dans le reste du Canada. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des rébellions en Ontario, des anglophones contre des anglophones. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'il y a, parmi tous les historiens spécialistes de cette guerre civile-là, je pense qu'il y en a seulement 2 qui sont spécialisés dans les combats qui ont eu lieu en Ontario. On en parle extrêmement peu parce qu'ils ont été moins spectaculaires, mais il y en a eu. Il y a eu des morts. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il va y avoir un lien dans la description pour le livre 1800. C'est quoi ton livre, Alex? 1837 Saint-Eustache. Merci. Donc, il va y avoir un lien. Il est disponible en ligne. Tu peux l'acheter quelque part. Hein? Ouais, vous pouvez l'acheter sur Amazon et sur le site leslibraires.ca. C'est ça. Il va y avoir les liens pour pouvoir le commander si vous êtes intéressé à ce livre-là. C'est un excellent livre en passant. J'ai eu du fun à l'écrire. Ah, tu l'as écrit pendant la pandémie, c'est ça? Non, je l'ai écrit un peu avant. C'était 1 an. Je l'ai publié 1 an avant, en 2019. Ah, ok, c'est ça. Pour ça. La timeline de la pandémie a tous fucké la timeline à tout le monde. Hein. Il y a un trou de 5 ans. Puis là, depuis ce temps-là, le temps, il fly comme ça se peut pas. C'est genre, boum! Puis à un moment donné, on part un podcast que personne écoute, puis boum, ça fait 1 an que personne nous écoute. C'est genre, what the fuck? On fait des 1000 vues sur des shorts. Ben oui. On fait juste des vues sur des shorts, c'est ça. Oh là là. On va juste être des shorts. On a-tu... je pense qu'on peut noter le film. Allô? Qui commence? Vas-y, Antoine, tu es le premier à parler, vas-y. Moi, ça va être un 9. Un très, très bon film. Moi aussi, un 9.
Moi aussi, un 9. Alright, all the way. Yes. All Wow! the way. C'est la première fois que tout le monde est d'accord. Non, on a déjà été d'accord. Ah, ok, d'accord. À moins que tu parles quand t'es là. Ouais. Nick, pourquoi tu écris un 9 dans le truc? Oh my god. T'es comique, toi. Eh oui. Eh oui. Oh là Non, là. c'est un film très puissant, minimaliste, qui est super efficace. Tout le Non, monde c'est est un bon. très, Tout le très monde est bon bon film. dans ce film-là. Tu sais, je comprends que Luc Picard et Sylvie Cadieux ont gagné des prix pour ce film-là parce Mhm. que c'est des grosses performances qu'ils ont livrées. Ah oui. Puis Falardeau, malheureusement, il n'y a pas eu de récompense pour ce film-là, mais il y a eu un impact significatif, je crois, parce que dernièrement, là c'est mon côté indépendantiste, il y a une résurgence du camp du oui, Mhm. surtout auprès des jeunes de 18 à 35 ans, au point que ça a atteint un chiffre de 43%, ce qui est énorme. Et c'est justement à cause qu'il y a des profs d'histoire dans les écoles secondaires présentement qui montrent ce film-là. Comme quoi que même après la mort de Falardeau, même après la sortie qui est en 2001, ça reste que c'est un film qui a toujours un poids significatif dans la culture québécoise et même même dans le destin des Québécois en quelque sorte. Ouais. C'est comme le film, il porte sur le flambeau, finalement. Mhm. Pour Oui, revenir universel. Excusez-moi. Ouais. Pour revenir sur les prix qu'il a gagnés, il a gagné 4 prix du Jutra, qui est aujourd'hui, ça s'appelle le prix Iris, parce que Jutra a touché des personnes. Pédophile. C'est ça, pédophile. Oh! Donc, pour le prix Jutra, ça a gagné meilleur acteur, meilleure supporting actress, donc Luc Picard, Sylvie Drapeau. Ça a gagné pour la meilleure direction artistique et le meilleur son. Donc, c'est les 4 prix qu'ils ont gagné en 2001. Puis le film avait été sorti aussi aux États-Unis sous la bannière Lionsgate. Fun fact. Il a eu son petit succès. Il a eu son petit succès aux États-Unis. Ah, ben ça a fait juste 248 000 au box-office. Je suis pas sûr si ça a fait grand-chose. Moi, je trouve ça honnête, surtout sur un très petit budget. Là. Ben, sur un film québécois aux États-Unis, ouais. Là. Ouais, parce que les Américains, ils ont été à ça vraiment de participer aux rébellions, sauf que ils avaient en souvenir la guerre de 1815 où ils se sont fait décalisser par les Britanniques. Fait qu'en fait, on va pas s'en mêler. On n'a pas brûlé leur Maison Blanche aussi? Ouais, on a brûlé leur Maison Blanche. C'est pour ça que je disais, les Canadiens, on aime ça brûler les buildings gouvernementales. J'aimerais ça aujourd'hui qu'on le refasse. Des vrais pyromanes. Ouais, on est des vrais pyromanes au Canada. C'est ça l'affaire. Excuse-moi, on est des Québécois ici. Je m'excuse, l'indépendantiste. Je suis désolé. C'est correct, je te pardonne. Merci. Même si t'as un chandail de Toronto derrière toi. Aïe, aïe, ça va être coupé au montage, ça. Tu te rends compte, ça va être coupé au montage? Faut faire attention de ne pas nous doxer, Alex, s'il vous plaît. Fait que je pense que c'est pas mal ça qui est ça pour nous. À moins que vous avez quelque chose à dire. Nick, as-tu regardé quelque chose cette semaine d'intéressant? Quelque chose? Est-ce que vous avez vu la vidéo du CEO qui s'est fait pogner en train de cheater? Ben oui, on a vu ça. Tout le monde a vu ça. Ben oui, on a vu ça. As-tu vu le gars, il a resign hier? Ouais. Il a perdu sa job. Il perd son mariage, il perd sa job, sa femme, elle a posté sur sa story la photo de lui au show de Coldplay. C'est tellement drôle. Lol. Puis après, il y a plein de parodies déjà. Hein. Elle a enlevé tout son nom de famille de tous ses réseaux sociaux, puis toutes les photos de famille aussi. Ouais, c'est plus le Kiss Cam, c'est le Coldplay Cam. Puis là, il appelle ça le Colgate. Le Colgate, let's go! Ah non, moi, j'en reviens pas à quel point Internet est devenu détective. Genre, c'était comme, attends, c'est qui ça? On va découvrir c'est qui. Boum! Ils savent c'est qui le gars, puis ils ont découvert c'est qui la fille à côté. C'est comme insane. Mais il n'y aurait pas du doc. Il aurait dû laisser le moment passer. S'il restait de même, là, ça aurait pas fruité de même. Là. Ça non, il n'y aurait pas du doc. Pourquoi il a fait ça? I don't know, mais c'est complètement drôle. Moi, j'aime la fille dans la vidéo qui est en train de rire de deux à côté. Ouais.
C'est tellement drôle. Elle, c'est genre Kevin dans The Office quand il est genre I knew it all along and I kept the secret. Puis l'Internet a aussi découvert que c'était un staff party pour la compagnie. Je te dis, le monde a tout découvert c'était quoi les implications. Là. C'est absolument incroyable. Puis en plus, il trompait sa femme avec sa head HR. Genre, tu peux pas être plus inapproprié que ça. Là. Inapproprié totalement. C'est Michael Scott puis Holly. Là. C'est genre ridicule. Non, mais je te dis le nombre de mimes que j'ai eu sur ça. C'est un moment marquant de 2025. Là. Ah, définitivement. Ah, c'est le meme 2025, ça. Définitivement. C'est absolument hilarant. C'est... Dans ma semaine, c'était un bon moment, ça. J'étais genre, wow. Quand j'ai montré ça à ma soeur, elle a trouvé ça très, très drôle. Puis, c'est unrelated, but related, mais Coldplay, ils ont fait 4 nouveaux singles pendant le show. Ben, j'aime que Coldplay le call out durant la vidéo, comme genre, are they having an affair or they're shy? Yeah. Ben, oupsie. Oupsie daisy. Donc, moi, cette semaine, je me suis fait plaisir. J'ai réécouté Man of Steel puis Batman v Superman. Wow. Bon. Incroyable. Bien meilleur. C'était des bons films. Wow. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. Non. Je vais jamais revoir ces films-là de ma vie. Correct, t'as le droit. T'as le droit. C'est pas pour moi. I know. C'est pas pour moi. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Alex. Mais OK. Vas-y, Alex. J'ai écouté le Superman de James Gunn, puis je peux pas dire que c'est un mauvais film, parce que c'est un film qui coche des cases, c'est un film de studio, mais en même temps, c'est un film quand même assez personnel pour le réalisateur, parce qu'il a mis beaucoup de lui, et c'est sûr, c'est un film de studio, puis clairement, c'est pas le même public qu'on vise. Non, ça c'est sûr. C'est pas le même public, c'est pas la même direction artistique, c'est pas les mêmes intentions aussi. Parce que là, au Man of Steel, ça voulait être un drama de science-fiction avant d'être un film de super-héros. Parce que c'est qu'est-ce que S. Goyer... Parce que moi, j'ai beaucoup lu avec qu'est-ce que S. Goyer a écrit sur ce film-là. Comme quoi qu'il l'a construit de cette manière-là, que pendant qu'il écrivait Dark Knight Rises, il commençait à écrire ce scénario-là, puis il l'avait vraiment conçu de cette manière-là. Là où James Gunn, c'est clairement un film de super-héros à la sauce 1980. Puis à la sauce comic book all the way aussi. Là. Exactement, avec tout le côté pulp qui en découle. Moi, je suis moins fan du côté pulp, parce que moi, j'ai toujours apprécié cette vibe-là très sérieuse des comics autour des années 1990-2000, où on essayait de rendre les super-héros beaucoup plus terre-à-terre. Watchmen, Dark Knight Returns, ces affaires-là. Ouais, Dark Knight Returns, ou les Ultimates avec Marvel, qui est très terre-à-terre, où c'est beaucoup moins cosmique aussi dans les enjeux. Et moi, je suis moins fan de tout le côté cosmique, très coloré, très bonne école assumée. Je suis moins de cette équipe-là. D'où pourquoi que quand j'ai regardé le film de James Gunn, j'ai fait oui, c'est un bon film, mais je ne suis pas le public. Moi, c'est ça, je me suis dit. Puis, parce que les deux films se valent. Tu sais, je veux dire, les deux ont leurs forces et leurs faiblesses. Ils ont chacun leur public cible. Puis c'est correct comme ça. Pourquoi l'Internet est en train de s'enflammer dans une guerre civile culturelle? Je n'en sais rien. Parce que tout ce qui importe quand tu fais un commentaire, c'est ton opinion. Puis les autres, ils ont tort. Peu importe qu'est-ce qu'ils disent, ils ont tort. Même si c'est subjectif. Ils ont tort. Ça reste des films, ça reste seulement des objets culturels. Puis que c'est là parce que j'écoutais un balado de Écran large qui parlait justement de qu'est-ce qui se passait sur les réseaux sociaux avec Superman. Et eux, ils en ont découlé que c'est Hollywood, c'est les conséquences de l'instrumentalisation du fanatisme culturel au sein du public que Hollywood a instrumentalisé puis qui ont perdu le contrôle. Clairement.
Puis, parce que, par exemple, le Snyder Gate, en quelque sorte, le release de Snyder Cut, il a cristallisé ça, en quelque sorte, et qu'on en est avec les conséquences de ça présentement avec sur la scène seulement sur la scène DC, parce que ailleurs, tu sais, à chaque fois qu'il y a un live action Disney, ça s'enflamme tout bord, tout côté. Ah, c'est woke. Ah non, c'est le meilleur film de tous les temps, alors que c'est un copier-coller. Ou même Puis au final, le film fait 750 millions à 1 milliard, puis t'es comme, ouais, ok. Tu sais, c'est dur de se prononcer. C'est pour ça que moi, je me garde des réserves. Je prends pas position comme vous, mais que moi, je peux pas m'empêcher de dire c'est un film qui passe la note de passage, moi, je lui donne un 6 sur 10, mais c'est pas la grosse claque que certaines personnes parlent. Parce que, par exemple, juste si on fait une comparaison bête entre les deux films, Man of Steel et Superman, on n'est pas sur le même degré de divertissement. Il y en a un que c'est extrêmement spectaculaire jusqu'au boutisme, puis il y en a un que c'est bonne école, puis on fait le cahier des charges. Tu sais, c'est deux intentions complètement différentes, puis moi, je me prononcerai pas sur lequel est le meilleur. Les deux se valent. C'est juste que je peux pas me prononcer Superman parce que je suis pas le public. Ok, mais lequel est le meilleur? Au Moi, tout ce que cinéma, j'ai avec mon expérience cinéma, parce que moi, Man of Steel, en 2013, je l'ai vu au cinéma. Ouais. Et au cinéma, c'était incroyable l'expérience que Zack Snyder avait créée avec toute l'échelle de destruction, la musique, le son. C'était vraiment là, c'était frénétique au bout. Quand tu passes la seconde, quand tu es dans la seconde moitié du film, tu es complètement dans un autre film. En plus, c'était l'intention à la base. Et vraiment, le spectacle, il est jusqu'au boutiste parce que le film Man of Steel, c'était qu'est-ce qu'on peut faire mieux de Avengers 1? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Mais on met les curseurs jusqu'au bout. Puis en plus, avec Christopher Nolan qui était derrière, puis il a fait vas-y, Zach, garde-toi dans cette partie-là. Tu peux faire ce que tu veux. Puis le spectacle en valait la peine. La performance physique d'Henry Cavill au cinéma, elle est très impressionnante. Vraiment, là, quand tu le vois là, avec sa musculature, t'es comme Barnac, il est énorme! Le gars, il est jacked as fuck, ça n'a pas de sens. Ah, il est de même! Ouais. Alors, c'est impressionnant, alors que sur le Superman de James Gunn, on n'est pas sur la même échelle, on n'est pas dans le même type de divertissement, où là, c'est beaucoup plus comédie. Donc, c'est là que je suis pas public de ça, je suis moins fan, mais c'est un film qui passe la note de passage à 60, genre. Ouais, mais tu réponds pas quand même à ma question, c'est lequel t'as préféré? L'expérience cinéma, c'est Man of Steel. Clairement. Okay. T'as ta réponse. J'ai ma réponse. Mais, regarde, il y a quelque chose que je voulais dire à propos de Superman, justement. Après avoir écouté Man of Steel, écoute, il va falloir que je revoie Superman quand il va sortir en digital. Mais je pense que ça va m'avoir de réécouter Man of Steel après. Justement, je pense que ça m'a permis de comme faire une réévaluation, pas complète, mais du sens que, comme Alexandre a dit, c'est vraiment deux films séparés. Ils vont pas pour la même chose. Puis je pense que ça m'a permis d'apprécier un petit peu plus que c'est deux takes différentes. Le film, je le trouve quand même vraiment pas beau cinématographiquement. Fait que ça, je pense pas que ça va changer ever. Mais je pense que thématiquement, je pense que je vais pouvoir aller chercher un autre avis la prochaine fois que je vais voir le film. Oui, parce que c'est c'est le même personnage, mais avec des thématiques diamétralement opposées. C'est là où ils vont pas parler de la même chose. Non. C'est ça qu'il faut retenir. Puis c'est là que l'exercice de la comparaison est caduque. Mais non, tu peux comparer. Ça, je trouve que c'est un peu un cop-out, un peu, je trouve, de dire qu'on peut pas les comparer, parce qu'au final, c'est les deux, c'est adapté du même personnage. Donc, les comparaisons sont inévitables, selon moi. Comme Thanos. Ouais, mais une comparaison, ça reste subjectif, au final. Oui. Au final, on parle de films sur le podcast. Toutes les opinions qu'on dit ici sont subjectives. Il n'y a rien d'objectif du tout, là.
Puis comme a déjà dit un de mes profs en analyse de jeux vidéo, on va comparer des hamburgers. On va pas comparer de la grosse gastronomie. Fait que, tu sais, ça veut tout Ben, dire. tu sais, moi, Man of Steel, je le vois comme un steak. Puis, Ouais. puis Superman, c'est un cheeseburger. Le pas le même steak que rapport. t'achètes au métro, peut-être, ouais? Non, un bon steak. Sorry, Ah, Nick, mais c'est un... Non. ah. Je sais que t'aimes pas Ah. les films de super-héros, là, mais regarde. Non, moi, je suis la personne qui, conceptuellement, c'est pas fait pour moi. Fait Non, que- c'est ça. C'est tout... Je le vois dans ta face depuis 10 minutes que t'es comme... Pourquoi on parle encore de Superman depuis la semaine passée? Non, mais je trouve ça intéressant d'entendre les avis des autres parce que pour moi, ça m'attire tout simplement pas. Tu vois, le film, je l'ai même pas trouvé mauvais en soi. C'est juste que ça reste un film de super-héros, les enjeux m'intéressent pas, la Ouais. présentation m'intéresse pas. C'est comme genre, je suis juste c'était correct, Ah, il y a je des scènes comprends. divertissantes. Je comprends. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce genre de film-là. C'est Tu pour sais, ça. si je me mettais à la place d'un enfant de 8 ans qui s'en va découvrir pour la première fois Superman au cinéma, c'est un esti de bon Ah, ben film oui, pour ça, lui. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, 100%. un enfant de 8 ans n'a pas vraiment un esprit critique d'un adulte. C'est ça. C'est là la différence. Puis c'est, tu sais, c'est comme... C'est pas pour rien aussi que les films pour enfants, c'est des films pour enfants. Tu sais, oui, il va y avoir des petites affaires pour que les adultes puissent être divertis en même temps, mais au final, c'est juste là pour être là, puis c'est un film pour enfants au final. Tu sais, t'écoutes un film pour enfants avec ton kid, t'es comme... Tu regardes la logique, ça fait aucun sens, mais l'enfant, il trouve ça cool pareil. Là. Moi, Spice Kid, là, ça fait aucun sens, ces films-là, mais ils sont cool pareil quand t'es un kid. Là. En effet. Mais parce encore qu'ils là, sont- je trouve parce que qu'ils sont le Spice fun. Kid, c'est un meilleur film que Superman. Oh là Damn. là. Aïe, aïe. Hey, le Slender de Superman, c'est incroyable, Antoine. Mais comme je dis, je suis très ouvert à le revoir. Je vais le réécouter. 100%, je vais le réécouter. Tout ça c'est du révisionnisme, OK? Oh my god, il sort les phrases de fou furieux. OK, je ferme ma gueule. On peut parler Garde du ton festival- opinion, puis change pas ton opinion. On peut J'ai le parler droit du- de changer tu l'as mon dit sur le opinion. podcast. Tu l'as dit sur le podcast, tu peux pas changer ton Je opinion. le change, mon C'est opinion, comme si ça. je veux. Snyder OK? Tard. Snyder Snyder Tard. Tard de marde. Chris de Snyder Tard. Watchmen, c'est le meilleur film de super-héros ever made, OK? Même si Alan Moore, il gueule dans le fond de la salle. Ah! Alan Moore, il est genre tout le temps fâché sur tout, OK? Genre, sa job, vrai. c'est d'être fâché. Alan Moore, So c'est lui qui a base. écrit Watchmen. Mais bon, on est rendu à 1h20, fait que je pense qu'on peut wrap it up. Donc, c'est ça? On peut wrap it up? Ben, j'aimerais juste ajouter que Ouais, vas-y. prochainement, il y a le festival Fantasia à Montréal avec une super belle sélection de films québécois, notamment un super bon film d'animation québécois qui a fait l'ouverture à Cannes, qui a eu d'excellentes critiques. C'est La mort n'existe pas. Vous pouvez aller voir des bandes annonces. Ça a l'air très spécial, un petit peu psychédélique. Nick, il regarde pas les bandes annonces. Mais moi, pour de vrai, Nick, si t'aimes beaucoup le cinéma d'animation expérimentale, ça va être ta cam parce que c'est très spécial. Juste la bande-annonce, j'ai fait « Oh, ça a l'air sick, man! Là, Non, ça m'intéresse énormément. Ouais. De la façon dont t'en parles, là. Je vais peut-être checker le trailer. En plus, c'est un Peut-être. film québécois. Tu sais, c'est des films d'animation québécois de cette qualité-là, en plus, c'est très, très rare. Très, très, très rare. Fait Là, que, faut, C'est vrai qu'on juste- entend c'est beaucoup juste moins ça, parler des films d'animation québécois parce ben, que sont rares. d'habitude, dans la francophonie, c'est surtout la France qui font des excellents films. Leurs animateurs sont incroyables. Ouais, C'est- comme La c'est- Tortue Rouge, là, ça, j'ai Ouais. capoté sur ce film-là. Mais c'est ça, sont rares, les films d'animation québécois. Le dernier que j'ai entendu parler, c'est La Guerre des Tucs en animation. il est pas très beau. T'en là. as entendu parler, ouais. C'est. Il n'y a pas eu un film de hockey aussi en animation? Non, je pense pas. Non, je Non. pense pas. Les Boys. Non, pas les boys. Mais c'est ça, c'est juste ça que je voulais souligner, comme quoi qu'il y avait, sur la liste des 122 films, il y a 22 films québécois. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est une plus que très belle d'habitude. C'est une très belle année pour le cinéma du cinéma de genre pour le Québec. Ouais, parce que une très belle année. c'est un festival de films de genre. Là. Ouais. Ça, faut le Fait que- mentionner. Là. Tu peux pas avoir un drama bien normal dans ce festival. Non, c'est vraiment que du cinéma de genre, puis c'est une
très bonne année pour le cinéma de genre québécois. Fait que si vous avez la chance d'y aller, moi, j'y suis jamais allé, mais j'ai une de mes amies qui, elle y est allée plusieurs fois. L'ambiance est très conviviale. Même s'il y a plein de monde, là, tout le monde est chill, tout le monde est le fun. Puis en plus, il y a des super bons guests. Là, cette année, c'est Danny Elfman qui est l'autre principal du festival. L'année Le dernière, compositeur? ouais, le compositeur. Ah ouais. Et l'année dernière, c'était Guillermo del Toro qui était là. Fait que, tu sais, il y a des gros noms. Puis tous les réalisateurs des films sont là parce que souvent, c'est la première fois c'est comme leur avant-première. Ah, ok, Fantasia, c'est en ce moment. Ouais, c'est en ce moment. Fait que si jamais vous avez la chance d'y aller, allez-y. Ou sinon, attendez qu'ils sortent en streaming. Les festivals, normalement, les billets sont. Quand ça commence, c'est déjà fini, là, les billets. Ouais. Mais ben souvent. Juste pour dire, surveillez ça parce que c'est une très belle année. Va falloir, si on a encore le podcast l'année prochaine, il va falloir se prendre d'avance puis genre aller au festival, ça serait cool. J'ai l'impression qu'on est dans une renaissance du cinéma québécois. Pour le vrai, oui. C'est comme on en a parlé, comme j'en ai parlé avec mon frère, c'est le cinéma québécois a eu comme eu un down dans les années 2010. C'est comme là que j'ai formé mon opinion sur le cinéma québécois que c'était de la merde. Genre, mais là, on écoute des films plus récents depuis les années 2020, puis il y a comme une réjouissance là, des bons films qui arrivent. Ça fait du bien. Même les dramas les plus ordinaires, comme le film Simple comme Sylvain, ça a gagné le prix ça a gagné le César du meilleur film étranger en France. Devant Oppenheimer. Quand même. Oh. Quand même, là. Puis en plus, le film est super bien filmé, les comédiens sont super bons. Tu sais, c'est vraiment, on assiste à une. T'as raison, Nick, il y a une sorte de renaissance du cinéma québécois où là, on s'affirme de plus en plus avec des styles très détachés. Puis ça, il faut le souligner. C'est important de le souligner. Ouais. Fait qu'Antoine, qu'est-ce qu'on va regarder la semaine prochaine? Semaine prochaine, on a la sortie Fantastic Four. Non, c'est pas vrai. Holy moly macaroni! Fait qu'Alex, tu vas me remplacer la semaine prochaine? Avec plaisir. Non, il y a Happy Gilmore 2 qui sort en même temps, heureusement. Fait qu'on va pouvoir écouter un film avec Adam Sandler à la place. Puis gagner au change. Je pense que oui. Là. Puis je viens de voir qu'il y a Margaret Qualley aussi dans le film, so nice. Nice. Puis ensuite, ça va être le film québécois Crazy, réalisé par Jean-Marc Vallée, qui est probablement c'est l'un des films les plus populaires de l'histoire du Québec. Puis ça a été c'était l'un des highest grossing films de l'année pour la province quand il est sorti. Le film a fait un box-office de 9,9 millions, ce qui est très énorme pour un film québécois. Je pense que ça le place numéro 2 après Bon Cop, Bad Cop qui avait fait 11 points kick. Ouais, si je me souviens bien. Ouais, dans ces alentours-là. Bon Cop, Bad Cop, c'est le film québécois le plus rentable de l'histoire. Ben, rentable, peut-être pas, là, mais à cause du budget. Ouais, mais il a ramené beaucoup de monde, c'est ça que je voulais dire. Bon Cop, Bad Cop, c'est box-office 12,6 millions. Mais le budget était genre 9 millions, fait que techniquement, il n'a pas fait d'argent. C'est comme. C'est le cinéma québécois coûte trop cher pour qu'est-ce qu'il rapporte. C'est ça le problème, en fait. Malheureusement. Surtout qu'on a très peu de vitrines en Europe. C'est ça le. Ben, c'est parce ça leur prend absolument des sous-titres pour écouter nos films. Puis comme personne n'aime à lire des sous-titres au cinéma, ben ils vont pas les voir. Ben non, parce qu'ils comprennent pas le français. C'est comme, OK. Fait que ça va être ça pour nous. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, c'est les principaux. Spotify aussi, Apple Music. Puis, dans le lien de la vidéo, dans la description de la vidéo, il va y avoir le lien pour pouvoir acheter le livre d'Alexandre. Donc, vous pouvez acheter ça si vous voulez. Fait que c'est ça pour nous. Alors, on vous dit au revoir et à la prochaine. Avez-vous des messages de fermeture? Laissez des commentaires, activez la cloche de notification. Oui, bien important. Oui. Laissez des commentaires, j'aime ça les haters, j'aime ça quand ça commente. La dernière vidéo a commencé avec Esti Snyder Tard, puis il y a 2 personnes qui ont commandé Esti Snyder Tard, j'étais bien crampé. Merci les boys. Il y en a un qui a vraiment écrit genre
Vraiment incroyable ces commentaires-là, j'adore. Ça commence. Ah ouais. Ah non, j'adore avoir les commentaires négatifs. C'est genre ma partie préférée de faire des trucs de Oui, podcast. on a eu un français aussi, on a déjà parlé. Oui, on en a déjà discuté, ça c'était très drôle. Ah là là, moi tout ce que j'ai à dire pour le mot de la fin, c'est vive la liberté et vive l'indépendance. Oh là là. Magnifique, magnifique. Ouais. Vive le Québec. Vive le Québec libre! Alright, fait que c'est ça pour nous. Bye bye! Au revoir.